Imaginez une nuit glaciale, des trottoirs luisants de verglas, des silhouettes recroquevillées dans les porches de Paris, il est presque minuit. L'hiver 1954 va tuer des hommes, des femmes, des enfants. Dans un minuscule studio encombré de papier, un vieux prêtre au béret élimé attrape nerveusement un combiné de téléphone. Dans quelques secondes, sa voix va déchirer l'indifférence d'un pays entier, couvrir les belles phrases des ministres, humilier ses adversaires politiques, faire vaciller les certitudes de ceux qui gouvernent. Cet homme, qu'on appellera bientôt la conscience de la France, a les mains qui tremblent. Il sait qu'il n'a qu'un seul coup à jouer, quelques minutes à la radio pour bouleverser le rapport de force, pour battre à plate couture ceux qui, face à la misère, n'opposent que des discours. Mais avant ce moment de rupture, avant l'icône à la barbe blanche, il y a un enfant fragile, un adolescent révolté, un jeune moine qui crache du sang sur les dalles d'un couvent. Avant l'abbé Pierre, il y a Henri Grouès, pour comprendre comment ce fils de bonne famille lyonnaise est devenu le cauchemar de ses concurrents politiques et le refuge des sans-abri. Il faut remonter le temps, revenir là où tout commence, dans une grande maison bourgeoise, aux volets bien fermés, à Lyon, un matin d'août 1912. Dans cette maison, on marche sur des tapis épais, on parle doucement, on prie à genoux. Le père d'Henri est un riche négociant en soieries, respectable, conservateur, respecté. La mère veille sur une ribambelle d'enfants. Henri est le 5e de 8. La table est toujours bien garnie, les draps sont toujours propres, la cheminée toujours allumée. Au dehors, pourtant, la France est encore marquée par les usines qui fument, les ouvriers qui peinent, les mendiants qui tendent la main. Deux mondes se côtoient sans se rencontrer. Henri naît fragile. Petite santé, crise de fièvre, convalescence interminable. Il passe de longues journées à observer, à écouter les adultes parler de Dieu, de morale, de devoir. Il lit des vies de saints. On pourrait croire que tout est tracé pour lui. Une foi profonde, un confort matériel assuré, une destinée paisible dans le sillage de son père. Mais très tôt, quelque chose grince. Il y a cette scène, un matin d'hiver, en allant à la messe, le jeune Henri aperçoit, blotti dans un renfoncement de porte, une vieille femme. Elle frissonne sous des vêtements trop fins. Henri la regarde, puis pense au placard rempli de couvertures chez lui. Il rentre bouleversé. Quelques jours plus tard, son père découvre qu'il manque du linge, des vêtements, quelques pièces dans un tiroir. Le coupable est vite trouvé. Henri, tête basse, avoue. Il a donné ce qui ne lui appartenait pas, donné sans demander. Son père fulmine. On n'aide pas les pauvres en volant les riches. La phrase claque comme un principe d'ordre. Mais dans la tête du garçon, c'est une autre voix qui résonne. Si ceux qui ont ne donnent pas, que reste-t-il? Cette première réprimande ouvre une fissure. Entre l'évangile qu'on lui enseigne et la prudence bourgeoise qu'on lui impose, une bataille silencieuse commence. À l'adolescence, Henri découvre une figure qui va le hanter, François d'Assise. Un fils de riche marchand comme lui, qui quitte tout pour embrasser les lépreux, mendier, vivre nu-pieds, ce n'est pas une jolie histoire pieuse, c'est une gifle. Le jeune Lyonnais se voit dans ce fils de bourgeois qui, un jour, se met nu sur la place publique pour rendre à son père tous ses biens. Dans sa chambre, Henri lit et relit ses pages jusqu'à les connaître par cœur. Et plus il avance, plus la distance entre sa vie confortable et cet idéal radical devient insupportable. À la maison, on parle politique. On défend l'ordre, la tradition, la propriété. On critique les socialistes. On craint les grèves. Henri, lui, regarde par la fenêtre. Les domestiques qui se lèvent à l'aube, les pauvres qui passent sans entrée. Il sent monter en lui une conviction étrange, presque scandaleuse dans son milieu. Si l'évangile est vrai, alors sa vie, telle qu'elle est, ne l'est pas. Mais que faire? Rester et composer ou partir et rompre? La tension grandit, jour après jour. Un soir, il annonce à ses parents qu'il veut devenir moine. Pas simplement prêtre, non. Moine mendiant, franciscain, capucin, vivre dans la pauvreté radicale. Dans la salle à manger, le silence tombe comme une pierre. Son père se redresse, blême. Sa mère pleure. Ce n'est pas tant la vocation qui les choque, on est catholique pratiquant, que sa brutalité. Renoncer à tout, à la fortune, au nom, au destin prévu. Dans ce drame familial, Henri affronte pour la première fois un adversaire bien concret. Non pas un ennemi extérieur, mais un modèle de vie,
une conception entière de l'existence, portée par son propre père, c'est son premier véritable conflit de loyauté. Après des discussions sans fin, des larmes, des prières, la décision tombe. Henri partira. À 20 ans, en 1931, le fils du négociant en soierie franchit la porte d'un couvent des Capucins. Il y entre comme on se jette dans le vide. On lui rase la tête, on lui ôte ses vêtements élégants, on lui donne une robe de bure, on lui retire son prénom aussi. Désormais, il s'appelle Frère Philippe. La nuit, dans sa cellule glacée, sur une paillasse dure, il sourit pourtant. Il a l'impression, enfin, d'être cohérent avec lui-même. La vie au couvent est rude. Levé aux aurores, office, silence, travail. Les mains d'Henri, habituées au papier fin et aux livres, se couvrent de crevasses. Il mendie dans les rues, fait la quête, écoute les misères des gens simples. Ce contact avec la pauvreté, brute et quotidien, est pour lui un choc salutaire. Ici, personne ne le voit comme le fils du bourgeois de Lyon. Il est un frère parmi d'autres, paria parmi les parias. Il découvrira plus tard que ce dépouillement est l'une des sources de sa force. Il sait ce que c'est que de dépendre du bon vouloir des passants. Mais le corps d'Henri ne suit pas. La santé fragile de l'enfant ressurgit, amplifiée par les privations. Il tousse, il maigrit, il s'épuise. Un jour, après un malaise, le diagnostic tombe. Tuberculose. Dans les couloirs froids, l'annonce est brutale. S'il continue à vivre ainsi, il risque d'y laisser sa peau. La médecine de l'époque ne pardonne pas la témérité. Les supérieurs se réunissent, les médecins insistent. Le verdict est implacable. Il doit quitter l'ordre. À 25 ans, le jeune homme qui a renoncé à tout pour suivre François d'Assise se voit contraint de renoncer à sa propre renonciation. Pour Henri, c'est un séisme intérieur. Il a l'impression d'avoir perdu 2 fois sa famille et maintenant son idéal monastique. Dans ce moment de rupture, un autre adversaire émerge, plus intime et plus sournois que les désaccords avec son père. La maladie, cette limite invisible qui écrase ses ambitions, il découvre qu'on peut vouloir le bien de toute son âme et être stoppé net par un poumon qui siffle, un corps qui dit non. Cette humiliation, il ne l'oubliera jamais. On l'envoie se soigner, reprendre des forces. Lentement, il revient à la vie. Il comprend qu'il ne sera jamais le moine qu'il rêvait d'être, mais il n'abandonne pas l'idée de servir Dieu et les hommes. Il entre au séminaire diocésain de Grenoble, la route change, mais la direction reste la même. Il sera prêtre, non cloîtré, au milieu du monde. En 1938, il est ordonné. Ce jour-là, dans la cathédrale, ses parents assistent à la cérémonie. Entre les colonnes, le regard du père croise celui du fils. Ils savent l'un comme l'autre que quelque chose s'est apaisé, sans jamais vraiment se refermer. À Grenoble, le jeune abbé est nommé vicaire. Il a 26 ans. Il prêche, confesse, anime les groupes de jeunesse, surtout les scouts. Il porte une soutane trop grande pour lui, flotte un peu dans ses vêtements, mais sa voix porte. Les garçons l'adorent. Il parle de justice avec des mots de feu, de pauvreté avec des images concrètes. Il ne supporte pas les sermons tièdes. Dans les quartiers populaires, on commence à murmurer « Ce petit prêtre-là, il n'est pas comme les autres ». À peine a-t-il trouvé sa place que la guerre éclate. 1939, mobilisation générale. Henri est appelé sous les drapeaux. Comme officier dans le service de santé, il découvre les files de soldats, les trains bondés, la panique contenue. Puis c'est la débâcle. 1940, la France vaincue, l'occupation, les colonnes grises qui traversent les villes, les drapeaux à croix gammées, les visages fermés. La carte de l'Europe se couvre de frontières qu'on surveille, de lois qu'on affiche, parmi elles les lois anti-juives. Pour le jeune prêtre, le choc est moral, viscéral. À Grenoble, le régime de Vichy s'installe. On prêche la révolution nationale, le retour à l'ordre, au travail, à la patrie. Certains catholiques, certains confrères prêtres, se laissent séduire. Ils voient dans le maréchal Pétain une figure paternelle, un sauveur pour une France humiliée. Henri, lui, voit surtout les trains de réfugiés, les rafles, les regards terrorisés. Il lit l'Évangile et se demande « obéir à l'autorité ou sauver ceux qu'on veut livrer ?» Là encore, un conflit se dessine, cette fois à l'intérieur même de l'Église. C'est aussi là qu'apparaît dans l'ombre la figure d'un rival, bien réel, le prêtre docile, celui qui répète les consignes, qui bénit sans discuter, qui se tient à l'écart du tumulte politique. Dans le diocèse, certains le regardent avec perplexité, voire avec irritation.
Pourquoi ce jeune abbé parle-t-il autant de justice, de conscience, de résistance intérieure? Pourquoi ne se contente-t-il pas de consoler les âmes sans toucher au système qui les écrase? Entre ces deux visions du rôle du prêtre, l'une prudente, l'autre combative, une lutte souterraine s'engage. Henri choisit son camp. À partir de 1942, il entre en résistance. Avec des réseaux de la région grenobloise, il organise des filières d'évasion pour des juifs, des jeunes réfractaires, au service du travail obligatoire, des résistants traqués. Il cache des fugitifs dans des couvents, des presbytères, des maisons de campagne. Il transporte des messages, de l'argent, parfois des armes. Lui qui avait rêvé de pauvreté découvre la clandestinité. Lui qui avait voulu la transparence découvre l'art nécessaire du mensonge pour sauver des vies. Une nuit, dans un appartement discret, une petite lampe de bureau éclaire des feuilles blanches. Sur la table, des tampons encreurs, des photos, des papiers officiels subtilisés. Henri, penché, dessine laborieusement une signature, reproduit un cachet. Il participe à la fabrication de faux papiers, ces fragiles boucliers contre la déportation. Il sait que chaque erreur peut coûter une vie. Il sait aussi que la Gestapo ne plaisante pas. Dans l'escalier, un craquement suffit à lui glacer le sang. Il sent physiquement le tic-tac d'une horloge invisible. La police allemande, la milice, les dénonciations. Chaque jour arraché est une victoire provisoire. C'est dans cette vie d'ombre qu'il adopte un nom de guerre, un pseudonyme qui deviendra plus tard son identité publique, Abbé Pierre. Pourquoi ce prénom banal, ce nom si simple? Parce qu'il ne veut pas attirer l'attention, parce qu'il doit protéger sa famille restée à Lyon, parce qu'un nom discret passe mieux les barrages. Sur les routes de montagne, dans les passages clandestins vers la Suisse, on chuchote « C'est l'abbé Pierre qui vous fera passer ». Le masque clandestin devient peu à peu un visage. Le risque est constant, l'arrestation toujours possible. En 1943, il échappe de peu à une rafle. Prévenu à la dernière minute, il doit quitter en hâte un presbytère où l'attendent déjà des hommes de la milice. Il descend un escalier dérobé, traverse un jardin dans la nuit, se faufile entre des haies alors qu'on frappe à la porte principale. Dans cette fuite haletante, chaque seconde compte. À quelques mètres près, tout s'arrêtait là. C'est une course contre la montre, contre la mort. Ce sentiment d'urgence absolue, il ne le perdra plus jamais. Pendant ce temps, dans la même ville, un autre homme se construit une influence. Mais dans l'autre camp, un notable, bien en vue, soutient le régime, fréquente les salons, répète les slogans de Vichy, prêche la patience, la soumission. Il voit d'un mauvais œil ce jeune prêtre qui remue, qui disparaît des semaines entières, qui semble plus écouter Londres que Radio Paris. Il y a là le germe d'une rivalité qui dépassera la guerre. Deux manières de se tenir face au pouvoir, deux manières de parler au peuple. L'un choisit le confort de l'ordre établi, l'autre le risque de l'insoumission. En 1944, pourchassé, Henri doit lui-même passer en Suisse. Là-bas, réfugié, il continue malgré tout son action. Il aide à organiser des secours, rencontre d'autres résistants, des hommes politiques en exil. Il découvre un nouveau champ de bataille, celui des idées, des projets pour la France d'après. Dans les discussions nocturnes, on parle de reconstruction, de sécurité sociale, de droits nouveaux. On rêve d'une société où plus jamais on ne laisserait les plus fragiles seuls face au froid, à la faim, à la peur. La guerre touche à sa fin, la France va être libérée. Pour Henri, une question obsédante se pose, que faire après? Revenir à une simple vie de curé de campagne, comme si rien ne s'était passé? Se taire après avoir pris l'habitude de braver l'autorité, de défier les ordres injustes? Il sent confusément que la résistance ne peut pas juste se dissoudre dans l'oubli, qu'il faudra prolonger autrement ce combat pour la dignité. De retour en France, il découvre un pays en ruine, matériellement et moralement. Les routes sont défoncées, les villes meurtries, les rancœurs à vif. On règle des comptes, parfois à tort, parfois à raison, mais surtout on écrit une nouvelle page. On parle de constitution, de nouvelle assemblée. Les partis se reforment, certains naissent. Parmi eux, le MRP, le Mouvement républicain populaire, incarnant un christianisme social, soucieux de justice, des amis de la résistance, des laïcs engagés, des catholiques de gauche voient en Henri un porte-parole possible. Ils le pressent, tu dois te présenter. Il nous faut des députés qui connaissent la vraie misère, pas des professionnels de la politique. Henri hésite. Il se voit mal sur les bancs de l'Assemblée.
dans des costumes bien taillés, à adopter des postures de tribune. Il se méfie du pouvoir comme d'une tentation permanente, mais il voit aussi une autre réalité. Ses adversaires, eux, ne renonceront pas. L'ancien notable collaborationniste se recycle déjà en ardent républicain. Les hommes qui incarnaient hier la soumission au régime sont prêts à occuper les fauteuils, à reprendre la main sur les terres où Henri a risqué sa vie. Ces hommes se préparent à reconquérir démocratiquement ce qu'ils avaient soutenu sous la botte. La rivalité personnelle se mue en affrontement politique. Le temps presse. Les élections approchent. Les listes doivent être déposées, les alliances conclues, les affiches imprimées. Il reste quelques semaines à peine pour se décider. Dire oui ou se taire. S'engager ou laisser le terrain à ceux qu'il a combattus dans l'ombre. Dans ce nouveau compte à rebours, Henri retrouve une sensation connue, la course contre le temps. Sauf qu'ici, l'enjeu n'est plus seulement une vie à sauver dans la nuit d'un passage clandestin, mais la direction que prendra tout un pays. Une veille de réunion décisive, dans une salle paroissiale exiguë, il se retrouve face à ceux qui le poussent à franchir le pas. Autour de la table, les visages sont graves. On parle chiffres, circonscription, électorat catholique. On évoque aussi, en face, l'autre candidat pressenti. Un jeune avocat brillant, très conservateur, soutenu par les notables, par l'appareil, par ceux qui supportent mal les sermons trop brûlants du petit abbé. C'est lui, désormais, le concurrent direct d'Henri. Deux hommes, deux visions du rôle du chrétien dans la cité, deux façons de comprendre la justice sociale. Entre eux, un bulletin de vote fera office de verdict. Henri se lève, fait quelques pas, silencieux. Dans sa tête défilent les images des années passées. La vieille femme grelottant à la porte de l'église de Lyon, la cellule glacée. Des capucins, la toux sanglante, les nuits de faux papiers, les courses à travers les jardins pour échapper aux rafles. Il comprend soudain que toutes ces étapes l'ont conduit ici, à cet instant précis, que ce n'est plus seulement une affaire de courage personnel, mais de responsabilité. Il se retourne vers ses amis, dans ses yeux, la décision est prise, le temps qui lui est donné, il ne le dilapidera pas. Mais la suite de cette confrontation, entre l'ancien résistant devenu abbé Pierre et ses rivaux confortablement installés, ne fait encore que commencer. Imaginez une place de marché, quelque part dans l'est de la France, en 1945. Les pavés sont encore fendus par les chars, les façades portent des cicatrices noires, mais les drapeaux tricolores claquent au vent. Au milieu des légumes, des cajots, des cris de marchandes, un petit prêtre maigre grimpe sur une caisse retournée. Il a la soutane défraîchie, le col de travers, la voix encore un peu cassée par la tuberculose. En face de lui, un homme bien mis, costume anthracite impeccable, pochette blanche, sourire étudié, serre des mains avec une aisance professionnelle. Entre ces deux silhouettes, un duel silencieux commence. Ce n'est plus l'heure des maquis, ni des faux papiers. C'est l'heure des bulletins de vote, des promesses, des compromis. L'homme au costume s'appelle François Delorme. Il a les appuis, les finances, les réseaux. Le petit prêtre, lui, n'a qu'une chose, une réputation de résistant têtu, et très peu de temps avant le scrutin pour transformer cette réputation en victoire. L'air est froid, mais la campagne électorale est brûlante. On est à l'aube de la 4e République. Les partis se disputent chaque ville, chaque village. Comme on se dispute un pont stratégique sur une ligne de front, le calendrier est implacable. Affiche après affiche, réunion après réunion, la date des élections approche à grands pas. Il reste quelques semaines à Henri Grouès, qui commence de plus en plus à se présenter comme abbé Pierre pour se faire un nom dans cette nouvelle bataille, car une chose est sûre, s'il laisse le champ libre, ce sont des hommes comme François Delorme qui dicteront la loi, des hommes qui ont déjà appris à se couler dans tous les régimes pour rester du côté du pouvoir. Le décor a changé, mais la logique est la même que pendant la clandestinité. Course contre la montre, danger omniprésent, choix à faire sans garantie. Simplement, le danger a maintenant un visage plus feutré, celui des salons municipaux, des comités électoraux bardés de chiffres, des compromis qui étouffent les idéaux sous des piles de dossiers. Dans les couloirs d'une permanence du mouvement républicain populaire, un militant lui lance, mi-ironique, mi-préoccupé, « Mon père ». Ici, on ne se cache pas dans les sacristies, on se bat dans les urnes. Et votre concurrent n'est pas un feldgendarme, c'est un ténor du barreau.
Henri sourit à peine. Il sait que derrière ce trait d'humour se cache une réalité brutale. Dans cette nouvelle guerre, son adversaire maîtrise mieux les codes du champ de bataille. Les réunions s'enchaînent. Dans des salles des fêtes aux murs jaunis, devant des auditoires tantôt méfiants, tantôt enthousiastes, il parle de justice sociale, de reconstruction, de ces vies broyées qu'on ne reconstruit pas avec des discours. Il ose des images qui bousculent. Vous savez, on ne pourra pas rebâtir des cathédrales si on laisse les ouvriers dormir dans des caves inondées. On ne peut pas célébrer la résurrection le dimanche et fermer les yeux sur les bidonvilles le lundi. En face, François Delorme répond avec une rhétorique impeccable. Il promet l'ordre, la stabilité, la relance économique, rassure. Les commerçants flattent les notables. L'émotion ne se chiffre pas dans un budget, glisse-t-il avec un sourire entendu, faisant rire une partie de la salle. L'affrontement n'est pas seulement politique, il est symbolique. D'un côté, l'évangile mis à nu dans la rue. De l'autre, la tradition bien repassée, présentable, compatible avec les affaires. Chaque jour passé sans se montrer est un jour gagné par Delorme. Le temps joue contre le petit prêtre. Ses amis le pressent. Il faut aller sur les marchés, chez les syndicalistes, dans les patronages, partout. Tu ne peux plus te contenter de parler seulement aux fidèles à la sortie de la messe. Henri, lui, lutte contre la fatigue, les quintes de tout qui le prennent en plein discours, les nuits écourtées à rédiger des textes, à répondre à des lettres. La tuberculose n'a pas disparu. Elle rôde toujours comme un rappel cruel des limites de son corps. Dans cette nouvelle bataille, il doit affronter à la fois un rival politique habile et ce vieil ennemi intérieur qui le ronge, l'épuisement. Le jour des élections législatives arrive comme une nuée d'orage. Les bureaux de vote ouvrent, les files se forment. Certains votent par fidélité de classe, d'autres par reconnaissance pour le résistant, d'autres encore par peur du changement. À la tombée de la nuit, les bulletins s'empilent, les enveloppes claquent sur les tables de dépouillement. Dans une salle communale enfumée, sous de grosses ampoules nues, Henri surveille le comptage. Chaque nom égrené est une goutte de sueur de plus sur sa nuque. Delorme, Delorme, Abbé Pierre. Delorme, Abbé Pierre, Abbé Pierre. Delorme. L'écart se fait, se défait, se reconstitue. On a l'impression de revivre ces nuits de résistance où un message radio pouvait renverser le destin d'une filière. Sauf qu'ici, aucun message ne viendra. Il n'y a que les voix déjà déposées, irrévocables. Le suspense dure des heures. À l'aube, les résultats tombent. Henri est élu député de quelques centaines de voix à peine. Delorme, blême, serre la main de son vainqueur sous les flashs des photographes. Le triomphe est réel mais fragile, presque précaire. Ce n'est pas une victoire écrasante, c'est un passage au fil du rasoir. Henri sait que son concurrent, humilié, ne renoncera pas. Il reviendra autrement ailleurs plus tard. L'élection change soudain l'échelle de son combat. En quelques semaines, ce prêtre qui hier encore glissait des faux papiers sous les nappes des sacristies se retrouve dans les couloirs du palais Bourbon. Les plafonds sont hauts, les lustres imposants, les dorures abondantes. À l'entrée de l'Assemblée nationale, il hésite un instant, presque intimidé. Un huissier en queue de pie lui ouvre la porte avec une révérence discrète. Dans l'hémicycle, il découvre cette étrange arène en demi-cercle. Ces rangées de bancs rouges qui ont vu défiler des générations de tribuns. La première fois qu'il prend la parole, sa voix tremble. Il parle de logement, de ces familles qu'il a vues entassées dans des pièces sombres, des enfants malades de l'humidité. Certains députés l'écoutent poliment, d'autres feuillettent leur dossier. Un collègue bâille ostensiblement. François Delorme, lui, n'est pas là. Il a perdu son siège. Mais il est présent autrement, dans les réseaux de notables qui l'entourent. Dans ces cercles où l'on murmure déjà que ce petit abbé confond la charité avec la politique, la rivalité change de forme. Là où il affrontait autrefois un homme sur un bulletin de vote, il doit maintenant se mesurer à un système entier, à une culture parlementaire où l'on sait endormir les consciences, avec des commissions, des rapports, des renvois en séances ultérieures. Henri découvre à quelle vitesse on peut étouffer une urgence sous des piles de procédures. Il propose un texte sur la réquisition des logements vides pour les sans-abri. En commission, on le complimente sur sa compassion, on le félicite pour son engagement. Puis on explique d'un ton docte que les
Choses sont plus complexes, que la propriété privée ne saurait être ainsi brusquement remise en cause. De séance en séance, le projet est renvoyé, amendé, dilué. On gagne du temps. Dans les couloirs, un député plus âgé lui glisse, paternaliste. « Mon cher abbé, la politique est un art de longue haleine. Vous verrez, avec les années, on apprend à patienter. » Lui, intérieurement, bouillonne. Car dehors, les hivers ne patientent pas. Les bidonvilles ne patientent pas. La faim ne patiente pas. Et pourtant, il apprend les rouages, les commissions, le travail de l'ombre, il multiplie les interventions pour les prisonniers, les orphelins, les populations déplacées. Il se retrouve un jour dans un ministère, debout devant un haut fonctionnaire qui empile des dossiers. « Monsieur, pendant que nous parlons, des gamins dorment dans des baraquements ouverts à tous les vents. » L'autre enlève ses lunettes. Fatigué ? « Mon père, nous sortons d'une guerre. » Il y a des priorités, des équilibres budgétaires, nous ne pouvons pas tout faire en même temps. Encore une fois, ce mot revient comme un coup près. Temps. On lui demande de s'aligner sur un tempo lent, administratif, alors qu'il a le cœur réglé sur le tic-tac affolé des vies en danger. L'hémicycle, pourtant, lui offre une tribune. On le repère vite. Ce prêtre qui prend la parole sans note, qui balance des phrases tranchantes comme des coups de fouet. Un jour, excédé par une discussion étranglée par le verbiage, il lance « Si nous avions eu le même zèle, mes chers collègues, pour sauver des juifs que pour protéger des immeubles, beaucoup de convois ne seraient jamais partis. » Un silence glacé tombe. Certains le foudroient du regard. D'autres, secrètement, approuvent. Il vient de franchir une ligne rouge. Rappeler, au beau milieu des joutes parlementaires, la lâcheté collective des années noires. Pendant ces années de mandat, une idée ne le lâche pas. Ce qu'il a appris dans la clandestinité, l'efficacité, la débrouille, l'audace. Il doit le transposer dans la paix. Il ne supporte pas de voir le courage se dissoudre dans la routine. À la buvette de l'Assemblée, alors que ses collègues blaguent autour d'un verre, il est souvent seul dans un coin, en conversation. Serré avec un syndicaliste, un responsable de foyer, une religieuse qui lui décrit la misère dans tel quartier, il passe plus de temps sur le terrain qu'au dîner mondain, où l'on aime pourtant exhiber l'abbé député. Et c'est là que le premier grand coup du sort après la libération frappe, comme un twist brutal dans son parcours. En 1947, il est victime d'un grave accident, une chute en montagne, au cours d'une excursion dans un de ces paysages qu'il aime tant. Le sol s'effondre sous lui, un roc cède, il roule, heurte des pierres. On le retrouve plusieurs mètres plus bas, inanimé, le corps brisé. À l'hôpital, le pronostic est sombre. Fractures, multiples contusions, nouvelle alerte pulmonaire. Encore une fois, son corps menace de trahir son combat. Cloué sur un lit, relié à des tuyaux, le voilà condamné à l'immobilité. Le temps, pour la première fois depuis des années, s'étire. Il ne peut plus courir d'une réunion à l'autre, d'une paroisse à un ministère. Il ne peut plus monter sur les caisses des marchés, ni escalader les escaliers de l'Assemblée. Et pendant qu'il est bloqué là, vulnérable, son concurrent d'hier, François Delorme, se replace. On le voit au banquet, dans les cercles influents, aux côtés de ministres. On murmure qu'il brigue déjà un nouveau siège. La course continue, sans lui. Dans cette chambre d'hôpital, pourtant, quelque chose se joue en silence. Henri reçoit des lettres, des dizaines, puis des centaines, payées par des mains calleuses, écrites par des voisins illettrés, dictées par des familles entières. « Mon père, vous nous manquez ? Vous êtes le seul à avoir parlé pour notre quartier ? Revenez vite, ne nous laissez pas seuls !» Parfois, une enveloppe contient un billet froissé, un petit don. Un garçon de 10 ans lui envoie 2 timbres et un mot. « C'est tout ce que j'ai, mais c'est pour les pauvres dont vous parlez. » À travers ces messages, une vérité le frappe. Il n'est pas seulement un député. Pour beaucoup, il est déjà autre chose, difficile à nommer. Un recours, une espèce de vigie morale. Le temps presse pourtant, là aussi. Les élections suivantes approchent, son état reste fragile. Il doit renoncer à se représenter. Delorme saute sur l'occasion. Lors d'un meeting, il glisse, faussement compatissant. L'abbé est un homme de cœur, personne n'en doute. Mais la France a besoin de responsables en pleine possession de leurs moyens, pas de belles âmes brisées. L'attaque est à peine voilée. Elle porte. Henri perd son mandat. En quelques mois, il passe du statut de député respecté à celui d'ancien élu convalescent, sans structure, sans partie prenante.
Le rival, lui, réapparaît dans un conseil général, puis dans un cabinet ministériel, lui avance, Henri recule. Mais ce recul, en réalité, va le propulser sur un autre terrain, bien plus vaste. Après l'hôpital, on lui conseille une longue convalescence, du repos, du soleil. On l'envoie à l'abbaye de Bonnecombe, dans l'Aveyron, puis dans d'autres lieux isolés. On attend de lui qu'il se taise, qu'il lise, qu'il prie, qu'il se fasse oublier. Il obéit, en apparence. Car partout où il passe, il voit la même chose. Des ruines matérielles, oui, mais surtout des ruines humaines. Des veuves, des enfants, des déracinés, des prisonniers revenus sans travail, des vagabonds sans papier, des paysans écrasés par les dettes. Partout, le même cri étouffé. « On nous a oubliés !» À force d'écouter, de visiter, de noter sur des cahiers aux pages serrées, une intuition éclot. Il comprend que la politique, telle qu'il l'a pratiquée, est trop lente, trop lointaine, trop compromise. Il lui faut quelque chose de plus direct, de plus brut, une action qui ne dépend ni des votes, ni des ministres, ni des calendriers parlementaires, un champ de bataille où le temps ne sera plus celui des lois, mais celui des nuits glaciales, des ventres vides, des habitants des caves et des baraques. Il lui faut inventer une autre arme. C'est alors, au détour d'une conversation, qu'un fil se tend vers la suite. Un soir, dans un foyer pour hommes en difficulté, il rencontre un ancien forçat, un repris de justice enragé de vivre, un type au regard sombre. L'homme raconte sa chute, sa sortie de prison, ses tentatives avortées pour se réinsérer. Il parle de suicide, sans détour. Henri l'écoute des heures. Au moment de partir, il lui dit simplement « Si tu n'as plus de raison de vivre pour toi, viens en chercher une pour les autres. » L'homme le regarde, mi-sceptique, mi-intrigué. Il s'appelle Georges, mais bientôt on le surnommera autrement et il deviendra le premier compagnon d'une aventure inimaginable. Pour l'heure, Henri n'a encore ni plan détaillé, ni structure, ni local. Il n'a qu'une certitude douloureuse. Si rien ne change, d'ici quelques années, des milliers de personnes dormiront dans des abris. De fortune pendant que des immeubles resteront vides, des terrains à l'abandon, des fortunes bien à l'abri. Il reste peu de temps avant que la misère d'après-guerre ne se fossilise en fatalité. Il le sent comme une urgence physique, comme un compte à rebours silencieux. Un jour, au détour d'une rue de Paris, en voyant un homme fouillé dans une poubelle, il murmure pour lui-même « On a gagné la guerre et on est en train de perdre la paix ». Il ne le sait pas encore, mais cette phrase est le seuil d'une nouvelle vie. Il a perdu son siège, il a perdu face à la machine politique incarnée par des hommes comme Delorme. Il a failli perdre sa santé et sa vie. Mais de ces défaites va naître une arme que ses adversaires ne verront pas venir, une arme faite de chiffons, de bric-à-brac, de baraques en planches, de vieux camions brinque-ballants et d'une idée explosive. Ne plus se contenter de secourir les pauvres, mais les organiser, les faire acteurs de leur propre lutte. La scène politique, croit-il, se referme sur lui. En réalité, elle ne fait que changer de décor. Bientôt, ce ne seront plus les hémicycles qui vibreront à sa voix, mais les ondes radio, les bureaux ministériels assiégés, les chantiers, improvisés dans les terrains vagues. Bientôt, il ne se battra plus seulement contre un rival bien peigné aux dents longues, mais contre un ennemi plus vaste et plus froid, l'indifférence organisée. Et cette fois encore, le temps lui sera compté. Chaque hiver jouera contre lui, chaque nuit de gel sera une menace directe. Dans cette nouvelle guerre, il ne suffira pas de voter des lois. Il faudra des couvertures, des toits, des mains qui se tendent. Et l'abbé Pierre, qui se croit momentanément écarté du pouvoir, est sur le point de découvrir qu'il va, au contraire, en bousculer les fondations. Imaginez un terrain vague, boueux, battu par le vent, à la lisière de Paris, des baraques de planches penchent comme des dents pourries, des tôles grincent, la fumée des poêles à charbon se mêle à une brume glacée. Au loin, les lumières de la capitale scintillent, vitrines pleines, cafés chauffés, immeubles cossus, entre ces deux mondes, quelques centaines de mètres seulement, et un gouffre. Dans ce no man's land de l'après-guerre, un homme en soutane usée marche dans la boue, les chaussures qui s'enfoncent, le col relevé. Il n'est plus député, il n'a plus de mandat, plus de budget, plus de pouvoir officiel. Mais il porte quelque chose de plus explosif qu'un portefeuille de ministre, une rage contenue. L'abbé Pierre vient d'entrer sur un nouveau champ de bataille, où la moindre nuit de gel peut tuer plus sûrement qu'un fusil.
Le terrain s'appelle Neuilly-Plaisance. On l'a vaguement promis à des projets urbains, mais en attendant, il sert de dépotoir humain. Des familles entières y vivent dans des cabanes montées avec des portes récupérées, des caisses, des morceaux de tuiles. Les enfants jouent dans la boue, à 2 pas de fosse d'aisance ouverte. La guerre est finie sur le papier, mais ici, c'est toujours le front. Henri, car beaucoup l'appellent encore ainsi, vient avec une idée folle. Bâtir des maisons de briques sur ce champ de misère, sans budget, sans permis de construire, avec des hommes que la société considère comme irrécupérables, et parmi eux, un visage va tout faire basculer, il s'appelle Georges. Dans les archives, on le décrira plus tard comme un ancien forçat, un désespéré. Ce soir-là, il ressemble surtout à un homme au bout du rouleau, le regard creux, le pas traînant, une corde dans la poche. Il a décidé d'en finir. L'abbé Pierre le rencontre dans un foyer, au détour d'une conversation nocturne, où les mots « prison »,« honte »,« plus rien » reviennent comme des coups de poing. Et là, le twist se produit, d'une simplicité désarmante. Au lieu de le retenir par des sermons sur la vie, il lui propose du travail. Et une mission qui dépasse de loin sa propre survie. Tu voulais mourir, alors donne ta vie. Pas en te supprimant, en la donnant à plus malheureux que toi. Viens m'aider à aider. Georges hésite, fume en silence, puis accepte. Ce oui murmuré dans une chambre mal chauffée vaut tous les décrets ministériels. Il vient de devenir le premier compagnon de ce qui ne porte pas encore de nom. Les jours suivants, la petite équipe s'élargit. Un ancien alcoolique, un chômeur de longue durée, un homme qui sort d'asile. À chaque fois, la même phrase « Je n'ai plus rien à perdre ». L'abbé Pierre répond « Parfait. Alors on peut tout risquer ». Il récupère des briques dans les décombres, des poutres dans des maisons démolies, des vieux poêles abandonnés. Il charge tout cela sur une camionnette agonisante qui fume autant que leurs cigarettes. Dans la boue de Neuilly-Plaisance, il trace au cordeau les contours d'une première maison en dur. Personne ne parierait un franc sur ce chantier improbable. Personne, sauf eux. Il faut un nom. Un soir, l'abbé ouvre sa Bible, un peu machinalement, un peu comme un geste réflexe lorsqu'il ne sait plus trop par où commencer. Il tombe sur l'épisode des disciples d'Emmaüs, 2 hommes découragés qui marchent, persuadés que tout est perdu, et qui sont rejoints par un inconnu qui rallume en eux le feu de l'espérance. Le décor, un chemin, l'état d'esprit, la défaite. Le renversement, la rencontre. Tout y est. Le mot s'impose comme un clin d'œil de la Providence. Emmaüs. Ce sera le nom de cette petite troupe de naufragés qui se mettent à bâtir pour les autres alors qu'ils n'ont plus rien. Mais la poésie des évangiles se fracasse vite contre la prose de l'administration. Le terrain de Neuilly-Plaisance appartient à un propriétaire qui voit d'un mauvais œil ces constructions sauvages. Très vite, la préfecture envoie des lettres recommandées, mise en demeure, violation des règles d'urbanisme, démolition possible. On donne 15 jours. 15 jours pour raser ces cabanes illégales ou pour être expulsé manu militari. 15 jours, un délai sec, administratif, qui tombe comme une sentence sur des vies déjà cabossées. Les compagnons paniquent. « Mon père, ils vont tout casser ?» On va revenir à la rue? L'abbé, lui, sent la vieille adrénaline de la clandestinité remonter. Ce n'est plus la Gestapo, ce sont les huissiers. Mais le compte à rebours a la même violence. Il se rend à la préfecture, soutane encore tachée de ciment. Dans le bureau lambrissé, on le regarde avec une curiosité polie. Le préfet soupire. « Vous ne pouvez pas vous installer comme ça, sans autorisation. » En retrait, un conseiller esquisse un sourire. L'abbé le reconnaît. François Delorme, toujours tiré à 4 épingles, costume impeccable, attaché-cases de cuir. L'éternel rival, désormais recasé comme conseiller spécial pour les questions sociales, auprès du ministère du Logement. « Mon cher abbé, » lance Delorme, faussement aimable, « vous aimez décidément beaucoup les raccourcis. Le droit de propriété n'est pas une suggestion. » Henri soutient son regard. « Et le droit de ne pas mourir dans une cabane qui prend l'eau, c'est quoi? Une décoration ?» La joute est brève mais tranchante. Delorme sait qu'il a l'avantage. La loi est de son côté, le délai de 15 jours aussi. L'abbé, lui, n'a pour arme que l'opinion publique. Il en sort, sombre, mais déjà en train de calculer 15 jours, 15 nuits pour retourner l'affaire. Alors il joue la seule carte qui lui reste, montrer.
Il invite des journalistes sur le terrain, il les entraîne dans la boue, leur fait visiter les baraques, leur présente des enfants grelottants, des femmes qui racontent les inondations, les rats qui courent la nuit. Il n'a pas besoin d'exagérer, la réalité est plus dure que tous les discours. Des photos paraissent, des articles indignés. On veut raser leur seule maison, titre un journal populaire. La préfecture commence à recevoir des lettres, des coups de fil. Delorme comprend qu'il ne peut pas simplement faire donner les bulldozers sans risque politique. Le délai de 15 jours se transforme en sursis exceptionnel. Un premier round est gagné. L'ennemi, désormais, a un visage et une adresse. Avec ce répit, Emmaüs se structure. On installe un atelier pour retaper des meubles, un autre pour réparer de vieux poêles. On organise les tournées de récupération. Chiffons, ferrailles, journaux, tout ce que la société jette devient matière première. Il faut faire des miracles avec les poubelles, répète l'abbé. La règle est simple. On vit du travail de ses mains, mais ce travail sert en priorité à loger plus malheureux que soi. Les compagnons découvrent une chose qu'on ne leur avait jamais apportée, la fierté. « Tu te rends compte ?» s'exclame Georges un soir, en montrant une petite maison blanche au toit neuf. « C'est nous qui l'avons faite ? Et demain, une famille viendra habiter là. » Pour des hommes qui n'étaient plus que des numéros de cellules ou des dossiers d'assistance publique, c'est une révolution intérieure. Mais la réalité financière est impitoyable. Les camions tombent en panne, les terrains coûtent cher, les factures s'accumulent. L'abbé Pierre signe des traites, emprunte, promet de rembourser par la Providence. On lui accorde parfois des délais, parfois non. Les huissiers commencent à connaître le chemin des communautés. Un jour, l'un d'eux, embarrassé, lui glisse « Je suis obligé, mon père. L'ordonnance de saisie est là. Vous êtes en retard de 6 mois. » Encore ce mot, retard. Comme si la misère pouvait attendre que les échéances s'alignent. Derrière, Delorme surveille, à distance. Pour lui, ces communautés sont à la fois gênantes et fascinantes. Gênantes parce qu'elles mettent en lumière l'insuffisance des politiques officielles. Fascinantes parce qu'elles démontrent une efficacité qu'aucune commission n'a su atteindre. Il admettra un jour, à demi-mot, à un collègue « Cet abbé me complique la vie ». Mais il me montre aussi où sont nos échecs. Les années passent. Emmaüs essaime. Une communauté à Paris, une autre en province, puis à l'étranger. L'abbé Pierre, toujours fragile de santé, voyage pourtant sans relâche. Il dort dans des dortoirs de fortune, prend des trains de nuit, monte dans des camions brinque-ballants, il s'évanouit parfois en pleine réunion, tous au point de perdre la voix, mais reprend obstinément. Il sait qu'il n'a pas la vie devant lui. Ses poumons abîmés, ses fractures mal consolidées lui rappellent chaque matin que le temps est compté. Cela le rend d'autant plus pressé. Pendant ce temps, François Delorme grimpe les échelons. Secrétaire d'État au logement, puis ministre délégué. Dans les journaux, sa photo apparaît sous des titres prometteurs. Un plan décennal pour le logement, des milliers d'appartements programmés. Sur le papier, c'est impressionnant. Sur le terrain, l'abbé voit autre chose. Des cités neuves, certes, mais conçues sans âme, sans lieu de vie, loin des centres, où l'on parque les pauvres comme on range des dossiers. Parfois, il visite l'une de ces barres de béton flambant neuves, encore vides, tandis que, à quelques kilomètres, des familles entassées, dans des bidonvilles, attendent qu'on daigne les y loger. « On construit vite !» réplique un jour Delorme piqué au vif. « Non !» corrige l'abbé. « Vous construisez énormément, mais pas assez vite pour ceux qui dorment dehors ce soir. » On arrive à l'hiver 1953-1954, un hiver qui, dans la mémoire collective, portera un nom. L'hiver de l'abbé Pierre. Les températures chutent brutalement, la neige s'abat sur Paris, les toits se couvrent d'une croûte blanche. Dans les rues, des silhouettes se recroquevillent dans les portes cochères, sous les ponts, dans les chantiers, les baraques de Neuilly-Plaisance, malgré les poêles, sont des frigos. Les caisses d'Emmaüs sont vides, les comptes bancaires à découvert. Un matin, l'abbé découvre sur son bureau une pile d'enveloppes timbrées aux couleurs du trésor public, mises en demeure, avis de « saisie, dernier avertissement ». On lui donne quelques semaines, parfois quelques jours, avant de tout saisir. Camions, ateliers, même certaines maisons qu'il a contribué à construire. Le compte à rebours se resserre. En parallèle, les nouvelles les plus noires arrivent. Un compagnon raconte qu'on a retrouvé un homme mort de froid dans un square. Une assistante sociale téléphone en larmes. Ils ont expulsé une famille avec 4 enfants.
Ils dorment dans la voiture, il fait -10. L'abbé serre le combiné, les mâchoires crispées. La nuit suivante, il ne dort presque pas. Il tourne dans sa petite chambre, une cellule à peine plus confortable que celle de ses compagnons, avec un lit de fer, une table, encombrée de papier, une croix de bois au mur. Il sent que quelque chose doit se passer. Maintenant, demain ce sera déjà trop tard pour certains. C'est alors qu'arrive la nouvelle de trop, celle qui brise la digue. Dans la nuit du 1er février 1954, une femme meurt de froid sur le trottoir du boulevard de Sébastopol. Une autre famille, expulsée malgré le gel, voit son bébé mourir de pneumonie. Les journaux relatent ces drames en quelques lignes, noyés au milieu d'autres informations. Pour l'abbé Pierre, c'est insupportable. Il ne s'agit plus seulement de misère, mais d'une condamnation par indifférence. Il se rue au siège d'une station de radio. Radio Luxembourg, l'une des plus écoutées du pays. Il n'a pas de rendez-vous, pas de créneau prévu. Il insiste, harcèle les standardistes, attrape au vol un journaliste qu'il connaît vaguement. « Donnez-moi 2 minutes à l'antenne » 2 minutes, pas plus. Il y a des gens qui meurent, là, maintenant. Le journaliste hésite. La grille des programmes est déjà bouclée. Les annonceurs payent cher leurs encarts. Chaque seconde vaut de l'or. Mais l'insistance de ce petit prêtre en manteau râpé, les yeux brûlants, finit par emporter la décision. On lui accorde un passage en fin de soirée. Il a quelques minutes pour préparer ses mots. Dans un couloir, un bloc-notes à la main, il griffonne des phrases, les rature, les réécrit. Il repense à la femme du boulevard, au bébé mort, au camion qu'on va saisir. Chaque seconde le rapproche de l'antenne. Le temps, encore et toujours. Enfin, on lui fait signe. Il entre dans le studio, s'assoit devant le micro, casque sur les oreilles, une lumière rouge s'allume. Il n'a plus le droit à l'erreur. Alors il lâche cette phrase, qui va déclencher une vague inimaginable. « Mes amis, au secours! Une femme vient de mourir gelée cette nuit, à 3 heures, sur le trottoir du boulevard de Sébastopol, serrant dans sa main le papier par lequel on l'avait expulsée. » La suite est un torrent. Il décrit les familles sans logis, les enfants dans les voitures, les cabanes qui prennent l'eau. Il ne supplie pas pour lui, mais pour eux. Il demande des couvertures, des tentes, de l'argent, tout de suite, maintenant. Il donne une adresse, la sienne, celle d'Emmaüs. 2 minutes, 2 minutes arrachées au programme. 2 minutes qui font exploser la frontière entre la radio et la rue. À peine le micro éteint, les standardistes voient les lignes saturées, les appels affluent. Des retraités, des ouvriers, des patrons, des étudiants. Où peut-on apporter des couvertures? J'ai un lit en trop. Je donne mon salaire de la semaine? Dans les heures qui suivent, devant le siège d'Emmaüs, c'est la cohue. Des files de voitures, des sacs de vêtements, des paniers de nourriture. Des hommes et des femmes, parfois en manteau de fourrure, parfois en blouson usé, montent les escaliers, déposent des billets sur des tables improvisées, on compte des liasses, des pièces, des bijoux qu'on donne pour être vendus. Pour vos pauvres, mon père. L'État est pris de court. Les services sociaux, débordés, ne comprennent pas immédiatement ce qui se passe. Les journaux titrent « Insurrection de la bonté ». La France se lève pour les sans-logis. Dans les couloirs du ministère du Logement, l'atmosphère est électrique. On convoque d'urgence une réunion et, bien sûr, au milieu de la table ovale, le visage de François Delorme, crispé. « Il fallait vous attendre à un coup de théâtre de ce genre », grommelle un collègue. Delorme tape du poing sur la table. « Ce n'est pas un coup de théâtre, c'est une mise en accusation publique de l'État. On nous rend responsables de chaque mort de froid. » Il a transformé un problème social en scandale national. Un conseiller ose répondre. Peut-être parce que c'est un scandale. Silence. Le ministre sait qu'il ne peut pas attaquer frontalement un homme que toute la France acclame. Mais il ne supporte pas d'être ainsi mis en échec par quelqu'un qui n'a ni budget officiel, ni administration, ni plan quinquennal. On convoque l'abbé Pierre au ministère. Dans un vaste bureau aux rideaux épais, face à des cartes de France punaisées de projets de logement, il se tient, mince, les mains dans les poches de son manteau élimé. Delorme, impeccablement mis, entame. « Mon père, votre appel a créé une émotion considérable. Mais la politique ne se fait pas avec des sanglots, elle se fait avec des chiffres, des délais. Les morts de froid aussi se fait avec des délais. » réplique l'abbé, une nuit en plus, une nuit en moins. C'est parfois la différence entre vivre et ne plus être là. Delorme se retient de hausser le ton.
Il propose des crédits d'urgence, des cités provisoires, des baraquements chauffés. L'abbé prend, bien sûr, mais il sait que derrière cette générosité déguisée, il y a une autre bataille, celle de la maîtrise du récit. Qui, de l'État ou d'Emmaüs, incarne désormais la réponse à la misère? Dans l'opinion, la réponse semble claire. Les jours suivants, des chantiers s'ouvrent à une vitesse sidérante, des tentes s'installent sur des terrains vagues, des baraques en dur se construisent en quelques semaines, on baptise ces lieux cités d'urgence. On y entasse des familles qui, la veille encore, dormaient dehors. Ce n'est pas le paradis. Promiscuité, manque d'eau, installations précaires, mais pour ceux qui viennent de la rue, c'est un miracle. L'abbé Pierre court de site en site, harangue les équipes, remercie les bénévoles, négocie encore et toujours avec les mairies. À chaque inauguration, les caméras se braquent sur lui, plus que sur les élus. Delorme, en retrait, serre les mâchoires. Il comprend qu'en perdant la bataille du temps, celle de l'urgence, il a aussi perdu une part du contrôle symbolique. Pourtant, le succès a un prix. Les dons affluents doivent être gérés, comptabilisés, des voix s'élèvent. Qui contrôle ces fonds? Les journaux fouillent, certains espèrent trouver des irrégularités. On soupçonne des surfacturations, des arrangements hasardeux avec des entrepreneurs, rien de criminel, mais assez pour entacher l'image du prêtre héroïque. Lui, qui passe ses nuits sur le terrain, découvre soudain la face obscure de sa notoriété. La jalousie, la suspicion, les procès d'intention. Vous êtes devenu un pouvoir parallèle, lui lance un jour, acerbe, un inspecteur des finances. Non, répond-il calmement, je suis juste le haut-parleur de ceux que vous n'entendez pas. La tension ne vient pas seulement de l'extérieur. Au sein d'Emmaüs, le succès bouleverse tout. Certains compagnons, grisés par cette reconnaissance soudaine, se disputent des responsabilités, des titres. D'autres supportent mal l'arrivée massive de bénévoles bien pensants, qui viennent donner un coup de main le dimanche avant de retourner à leur confort. Un soir, dans une réunion houleuse, un compagnon explose. « On n'est pas un décor pour vos bonnes consciences !» L'abbé Pierre laisse éclater sa colère. Si Emmaüs devient une machine à se faire du bien à soi-même, alors on aura trahi tout le monde. Le conflit est profond, douloureux. Il découvre qu'organiser les pauvres, ce n'est pas seulement leur donner des outils, mais affronter au jour le jour leurs blessures, leur jalousie, leur peur. Au fur et à mesure que les années 50 avancent, l'abbé devient une figure incontournable. Il est invité à des conférences, reçu par des chefs d'État, consulté par des ministres. Il parle à Genève, à Rome, à New York. Il ne reste jamais longtemps au même endroit, passant d'un avion à un train de nuit, d'un dortoir communautaire à un hôtel de passage. Il fonde Emmaüs International pour relier entre elles les communautés naissantes en Amérique latine, en Asie, en Afrique. Partout, il répète la même idée dérangeante. Ce ne sont pas les riches qui sauveront les pauvres. Ce sont les pauvres qui, en se levant ensemble, sauveront le monde. En coulisses, Delorme observe cette internationalisation avec un mélange de dépit et de réalisme. Un soir, lors d'un débat télévisé, car désormais on débat en direct sur le petit écran qui entre dans les foyers, il se retrouve face à l'abbé Pierre. Thème : l'État et la charité. Qui doit faire quoi? Les projecteurs chauffent, les caméras tournent. Le présentateur, souriant, lance. « Monsieur le ministre, mon père, la France a-t-elle besoin d'un abbé Pierre parce que l'État a failli ?» Delorme attaque. « La politique ne peut pas être dictée par des coups de projecteur. Nous avons un plan, des échéances, des lois à respecter. » L'abbé répond, posé. « Et moi, j'ai des nuits glaciales, des visages, des prénoms. Le temps d'un homme qui dort dehors n'est pas celui d'un plan quinquennal. Dans les foyers, des millions de téléspectateurs tranchent, silencieusement. Les courriers qui suivent l'émission ne laissent guère de doute. Le prêtre a gagné la bataille des cœurs. » Delorme, une fois encore, sort blessé de cet affrontement où les armes de la raison froide se brisent sur la force d'une compassion intransigeante. Pourtant, à mesure que son influence grandit, l'abbé Pierre se heurte à une nouvelle forme de rivalité, plus insidieuse, celle qui vient de son propre camp, de l'Église. Certains prélats supportent mal ce prêtre médiatique qui ne craint pas de bousculer les traditions. On lui reproche son franc-parler, ses colères, ses fréquentations jugées douteuses, son style de vie à la limite de l'irrégularité. « Mon père, lui dit un évêque, la charité est une vertu, mais elle doit garder la mesure.
La misère, elle, ne garde aucune mesure, répond-il, alors ne me demandez pas d'en avoir à sa place. Les tensions, parfois, sont violentes. Il envisage même, à certaines heures sombres, de quitter la prêtrise, non par perte de foi, mais parce qu'il ne supporte plus les lenteurs et les prudences institutionnelles. Mais à chaque fois, un visage, une rencontre, une visite dans un bidonville le ramènent à son vœu initial. Donner sa vie. Au tournant des années 60, une nouvelle génération de pauvres apparaît, immigrés logés dans des foyers surpeuplés, familles entassées. Dans des tours délabrées, jeunes en rupture, la misère change de visage, se verticalise dans les grands ensembles, se masque derrière des façades de béton. L'abbé Pierre, inlassable, arpente ces nouvelles cathédrales de la relégation. Il monte les escaliers sans ascenseur, s'assied sur des canapés affaissés, écoute des femmes raconter la solitude des couloirs, la violence, l'absence de services publics. Delorme, lui, inaugure des résidences flambant neuves, rubans tricolores à la main. Deux mondes continuent de se croiser sans se rejoindre. Un jour, pourtant, un événement inattendu vient fissurer ce duel installé. Delorme, usé par les années de responsabilité, par les critiques, par les échecs plus ou moins avoués des grands projets urbains, est victime d'un malaise en plein discours. On le transporte à l'hôpital, l'annonce fait la une. Le ministre du Logement entre la vie et la mort, titrent les journaux. L'abbé Pierre lit la nouvelle dans un wagon de train, entre deux communautés. Il reste silencieux, longtemps. Puis, sans prévenir, il descend à la gare suivante, change son itinéraire, se rend à l'hôpital. Dans une chambre blanche, allongée, amaigrie, le rival d'hier le regarde entrer avec un mélange de surprise et d'ironie. « Vous venez vérifier que je suis vraiment hors jeu ?» L'abbé sourit tristement. « Je viens voir un homme qui a, comme moi, essayé de se battre avec les armes qu'il avait. Nous ne sommes pas ennemis, François. Nous sommes juste tombés chacun d'un côté d'une frontière absurde. » Le silence qui suit est dense. Delorme finit par murmurer « Vous aurez toujours l'avantage, vous. Vous avez le temps court, l'émotion. Moi, j'ai passé ma vie à me débattre dans le long terme. Et pendant ce temps, des vies se jouaient dans l'intervalle. » Souffle l'abbé, c'est cet intervalle-là que j'ai voulu occuper. Ce jour-là, quelque chose se défait. Dans cette rivalité qui les a portés et opposés depuis la Libération, ils ne deviendront jamais amis. Mais une forme de reconnaissance mutuelle, presque douloureuse, naît dans cette chambre où la maladie rappelle à chacun l'urgence qui l'a guidé. Lorsqu'il ressort de l'hôpital, l'abbé Pierre sait qu'un cycle est en train de se clore. Il n'est plus le jeune prêtre révolutionnaire de Neuilly-Plaisance, ni le simple député idéaliste des premières années d'Assemblée. Il est devenu une conscience pour une partie du pays, une figure qu'on sollicite, qu'on admire, qu'on critique aussi violemment. Il a gagné des batailles, perdu d'autres, arraché à l'hiver des milliers de vies, vu Emmaüs devenir un nom connu jusqu'au bidonville de Bogota et au faubourg de Calcutta. Mais il sent aussi la fatigue s'accumuler, ses forces décliner, ses nuits se remplir d'insomnie où remontent les visages de ceux qu'il n'a pas pu sauver. Et tandis que de nouvelles formes de pauvreté émergent, plus diffuses, plus complexes, il pressent qu'une autre étape s'annonce, celle où il devra apprendre à transmettre, à se retirer un peu, à laisser d'autres porter la flamme. Une étape où son rôle ne sera plus seulement d'ouvrir des maisons. À ce moment précis, alors que la France l'a presque élevé au rang de saint vivant, l'abbé Pierre découvre la vérité la plus cruelle du pouvoir moral. Il suffit d'un murmure, d'une archive, d'un mot mal interprété pour fissurer une statue. Et quand la statue s'appelle Abbé Pierre, la fissure ne concerne pas seulement un homme, elle menace la confiance de ceux qui n'ont plus que ça. Il comprend que sa prochaine bataille ne se jouera plus dans la boue d'un terrain vague, ni dans le froid d'une cité d'urgence, mais dans une matière invisible et toxique, la légende. Et face à lui, il n'y a plus seulement l'administration, les préfets ou François Delorme. Il y a pire, la machine médiatique, la fatigue du public et ce goût moderne pour déboulonner ce qu'on a adoré la veille. Pour la première fois depuis la Résistance, il a l'impression d'être à découvert. Dans les années qui suivent, Emmaüs n'est plus une poignée d'hommes qui bricolent des maisons avec des briques récupérées. C'est une constellation. Des communautés en France, puis partout, en Europe, en Amérique latine, en Asie. On y vit du ramassage, du tri, de la revente d'objets rejetés. On y accueille ceux dont personne ne veut.
Le principe reste d'une radicalité presque choquante. Pas de pitié paternaliste, pas de charité qui humilie. On ne prend pas en charge les pauvres, on leur donne un rôle, un travail, une dignité à reconquérir. Sauf que plus le mouvement grandit, plus il devient vulnérable, aux conflits internes, aux dérives, aux querelles d'ego, à l'argent. Même quand l'argent n'est qu'un outil, et lui, au centre, devient un symbole si grand qu'il menace d'écraser ce qu'il a construit. Dans certaines réunions, on attend sa parole comme une sentence. Dans certaines communautés, on invoque son nom pour trancher des disputes. Il sent le danger. Emmaüs ne doit pas être l'œuvre de l'abbé Pierre. Sinon, à sa mort, tout mourra avec lui. Alors il impose une idée qui choque. Il faut apprendre à désobéir à l'abbé Pierre, à faire sans lui, à décider sans son aura. Ce n'est pas seulement de la stratégie, c'est une nécessité vitale. Le temps, pourtant, se met à le poursuivre de plus près. Ses poumons le trahissent. Les nuits deviennent une addition de quintes de toux, d'étouffements, de réveils brutaux. Il connaît les hôpitaux, les bilans, les médecins qui lui parlent doucement comme à un homme qu'on voudrait ménager. Mais le compte à rebours qu'il porte n'est pas seulement biologique, il est aussi politique et social. La pauvreté change plus vite que les réponses. À chaque décennie, de nouvelles formes surgissent, plus insaisissables. Les bidonvilles laissent place aux hôtels miteux, les taudis aux couloirs de tours grises, la fin visible à une misère qui se cache. Dans les boîtes aux lettres, factures impayées, coupures d'électricité, expulsions discrètes. L'urgence devient permanente, donc moins spectaculaire. Et une urgence permanente, paradoxalement, finit par ne plus émouvoir personne. C'est là que François Delorme réapparaît comme un fantôme de la première époque, non plus le ministre triomphant, mais l'homme qui a survécu à son malaise, qui a quitté le gouvernement, qui observe désormais depuis des commissions et des tribunes. Il n'a jamais cessé de penser que l'abbé Pierre est un contre-pouvoir dangereux, mais il a compris qu'on ne le vaincra pas par des chiffres 6. Et il a changé d'arme. Là où, autrefois, il opposait la loi et les plans, il oppose maintenant la suspicion. Au début, ce sont des pics dans des éditoriaux. Les associations devraient-elles être contrôlées comme l'État? Puis des insinuations. Qui décide vraiment à Emmaüs? Puis un débat télévisé, un de plus, où Delorme a cette phrase, prononcée calmement, presque avec bienveillance, « La générosité est une force ». Mais la sainteté médiatique est un risque, et les risques, en démocratie, se contrôlent. Le public applaudit sans trop savoir pourquoi. C'est le genre de phrase qui rassure. L'abbé Pierre la reçoit comme une gifle froide, parce qu'il comprend ce qu'elle signifie. On ne l'attaque plus sur ce qu'il fait, mais sur ce qu'il représente. Et s'ils réussissent à rendre son image problématique, alors chaque action d'Emmaüs deviendra suspecte par contamination. Il tente de répondre avec ses armes habituelles, la parole directe, les exemples concrets, les visages. Mais il sent que quelque chose a changé. Avant, il suffisait de dire « une femme est morte gelée ». Pour que le pays se lève, maintenant l'auditeur demande « quelle est la source? Qui a vérifié? Quel est le contexte ?» Ce n'est pas mauvais en soi. C'est même une avancée. Sauf que, pendant qu'on vérifie, on meurt toujours. La bureaucratie s'est déplacée. Elle est entrée dans les consciences. Et lui, dans ce climat nouveau, devient plus imprudent. Il parle trop vite, il s'emporte, il s'excuse rarement, il dit parfois des choses qui choquent, parce qu'il ne s'est jamais entraîné à plaire. On l'a aimé pour sa colère, mais on commence à lui reprocher cette même colère. Une partie de l'opinion se lasse. Les plus jeunes le voient comme une figure d'un autre temps. Il a beau porter le même manteau râpé, il est désormais célèbre. Et la célébrité, même quand elle sert les pauvres, finit par créer une distance. Il le sait et ça le ronge. Il y a aussi un autre combat, plus intime, plus dangereux encore, celui contre lui-même. Les années accumulent les contradictions. Il a prêché le dépouillement, mais il vit entouré d'un mouvement puissant. Il a refusé le pouvoir, mais sa voix influence des décisions. Il a combattu la solitude des autres, tout en s'enfermant parfois dans la sienne. Et dans les moments les plus sombres, il admet une vérité que peu imaginent. Un homme peut sauver des milliers de gens et rester, intérieurement, fragile, tourmenté, vulnérable à ses propres failles. C'est à ce moment-là qu'il prend une décision symbolique, préparer la suite, vraiment. Il laisse davantage la place, il voyage moins. Il accepte, non sans grincer des dents, que d'autres parlent au nom d'Emmaüs.
Il s'efface un peu, tout en restant présent comme une conscience. Et il s'accroche à ce qui a toujours été son oxygène, le contact direct, les visites, les ateliers, les compagnons qui n'ont pas lu les éditoriaux, qui s'en moquent, qui veulent juste savoir s'il y aura assez de fuel pour l'hiver, assez de camions pour ramasser, assez de lits pour accueillir ceux qui arrivent. Les années 1990 et 2000 arrivent avec leurs propres secousses. La pauvreté explose à nouveau dans l'espace public. Tentes sous les ponts, fils aux distributions, nouveaux visages, étudiants, travailleurs pauvres, familles qui ont un emploi mais pas un toit stable. L'abbé Pierre, vieillissant, voit se répéter une boucle. La société redécouvre ce qu'elle n'aurait jamais dû oublier. Il intervient encore, parfois, d'une voix plus cassée, mais avec la même urgence. Il soutient des combats sur le logement, sur l'exclusion, sur la dignité. Il dérange toujours, même fatigué. C'est sa nature, être un caillou dans la chaussure du confort. Et puis, comme si l'histoire refusait de lui offrir une fin paisible, des polémiques tardives éclatent autour de ses prises de position. Passé de certains engagements, de certaines fréquentations, on extrait des phrases, on les recadre, on les brandit. Chaque génération a ses procès. Delorme, désormais presque retiré, commente à demi-mot dans un dîner. « Je vous l'avais dit, on ne peut pas vivre éternellement au-dessus des règles. » Mais même lui, au fond, comprend que ce n'est pas un procès ordinaire, c'est un combat pour le contrôle de la mémoire nationale. L'abbé Pierre devient un champ de bataille posthume, avant même d'être mort. Lui, dans ces dernières années, n'a plus l'énergie de contre-attaquer comme autrefois. Alors il fait ce qu'il a toujours fait quand il ne pouvait pas gagner. Il revient au réel. Il parle des expulsions, des enfants qui changent d'école parce que leurs parents n'ont plus de bail, des vieux qui rationnent le chauffage. Il raconte des scènes précises, presque insoutenables. Un homme qui dort dans une cage d'escalier parce que la porte du hall est chauffée, une femme qui garde ses chaussures la nuit pour pouvoir fuir vite si on la chasse, un compagnon qui, après des mois de sobriété, replonge parce qu'il se sent à nouveau inutile. Il sait que ces images sont des clous. On ne peut pas les regarder sans se sentir responsable. Et voici le dernier twist. Alors que certains voudraient le réduire à un personnage, lui se réduit volontairement à une présence. Dans une communauté, un jeune compagnon lui dit un jour « Mon père, vous êtes fatigué. Vous avez fait votre part. Pourquoi vous ne vous reposez pas ?» Il le fixe longtemps, puis répond doucement « Parce que la misère, elle, ne se repose pas. » Le compte à rebours final s'impose au corps. Il a dépassé les 90 ans, chaque déplacement devient une expédition. Il a cette maigreur des hommes qui ont trop donné, et ce regard qui reste vif, presque enfantin par moments. Il s'attache à une idée simple, ne pas mourir en monument, mourir en homme. Il refuse les hommages trop lourds, même s'il sait qu'ils viendront. Il sait aussi qu'à sa mort, la tentation sera immense de clore le dossier. L'abbé Pierre, c'était une époque. Or, ce qu'il a toujours voulu, c'est l'inverse, que sa disparition ouvre une obligation, pas une nostalgie. Le 22 janvier 2007, la nouvelle tombe. Il est mort. Et, immédiatement, la France réagit comme si un pilier invisible venait de céder. Les radios interrompent leur programme. Les journaux publient des unes qui parlent de icône, de conscience, de dernier grand témoin. Des milliers de gens se sentent orphelins, même ceux qui ne l'écoutaient plus. Parce que, qu'on l'aime ou qu'on le critique, il tenait un rôle rare. Rappelez que, derrière les statistiques, il y a des corps. Dans le tumulte des hommages, Delorme apparaît une dernière fois, silhouette vieillie, dans un plateau télé. On lui demande ce qu'il retient de son rival, il hésite. On croit qu'il va régler des comptes, puis il lâche, presque à contre-cœur, « Il m'a empêché de dormir tranquille ». Et c'est peut-être ce qu'un pays doit attendre d'un homme comme lui. Cette phrase, venue de l'adversaire, sonne comme un aveu. La rivalité n'a jamais été seulement personnelle. Elle incarnait deux visions du monde. L'une qui administre, l'autre qui alarme, l'une qui planifie, l'autre qui crie quand il faut crier. Après sa mort, Emmaüs continue, c'est la preuve qu'il a réussi sa transmission. Les communautés tournent, les camions roulent, les ateliers trient, réparent, revendent. Des compagnons accueillent d'autres compagnons sans le besoin d'un prêtre en manteau râpé pour leur dire quoi faire. Et pourtant, son absence est une question permanente. Qui osera encore parler avec cette brutalité de vérité ? Qui acceptera d'être ridicule, excessif, impopulaire pour une cause qui ne rapporte rien?
Son héritage, finalement, n'est pas seulement Emmaüs. C'est une manière de regarder, une manière de refuser les euphémismes, une manière de dire que la dignité n'est pas un luxe, mais une urgence, et que le monde moderne, avec toutes ses vitesses, ses écrans, ses débats, continue de produire la même scène primitive. Quelqu'un, dehors, dans le froid, pendant que d'autres discutent de procédures. L'abbé Pierre n'a pas laissé une leçon confortable, il a laissé une dette qui ne se paie pas avec des cérémonies, ni avec des plaques commémoratives, ni même avec des larmes. Elle se paie dans l'intervalle, cet intervalle dont il parlait à Delorme, entre la décision et la mort, entre la promesse et le geste, entre le discours et la couverture posée sur des épaules qui tremblent, et si son histoire continue d'accrocher, même après sa disparition, c'est parce qu'elle porte une menace implicite. Si un seul homme a pu déclencher une insurrection de la bonté avec 2 minutes de radio, alors aucun de nous ne peut dire qu'il est impuissant. C'est une idée terrifiante, parce qu'elle enlève l'excuse la plus douce. Je ne peux rien y faire.